Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre cycle de conférences Eco2 par EDF, parlons économie neutre en carbone. Je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste, fondatrice d'une ONG d'information qui s'appelle le Projet Imagine et j'ai le grand privilège de vous accompagner tout au long de ce cycle. Un cycle qui a démarré en juin de l'année dernière, en juin 2021, et qui s'est déroulé depuis sur un rythme mensuel. Aujourd'hui, c'est notre 8e conférence, 8e et dernière conférence dans ce format, car le mois prochain, nous vous inviterons à partager avec nous un moment très spécial en présence du président directeur général du groupe EDF, M. Jean-Bernard Lévy, qui sera entouré d'autres invités prestigieux appartenant au monde académique ou au monde de l'industrie. Durant cet événement conclusif d'envergure, nous reviendrons sur les temps forts de notre cycle et nous bénéficierons des éclairages qui émanent des IceMakers. Alors les IceMakers, je crois que vous êtes nombreux à les connaître, c'est le groupe d'intelligence collective composé de salariés d'EDF, mais aussi de salariés d'autres entreprises. Et ce collectif a suivi notre cycle de conférences très attentivement dans son intégralité. Il a pris des notes et en ce moment même, il planche sur ces divers contenus. Il est en train de travailler dessus pour essayer d'élaborer une synthèse qui sera très utile pour bien mettre en valeur les pistes de réflexion, les idées qui peuvent être susceptibles de nous permettre à tous d'aller plus loin sur ces enjeux de conciliation entre économie et besoins de la planète. Cet événement sera ouvert à tous, il aura lieu en direct live et il sera interactif. Donc dès à présent, je vous invite à réserver dans votre agenda la date du 22 mars. C'est ce jour-là qu'aura lieu la grande conférence de clôture de notre cycle, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, cela va sans dire. Vous recevrez dans les jours qui viennent des informations plus précises. Mais pour l'heure, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre invitée du jour. Elle s'appelle Estelle Cantillon et elle intervient à distance en direct de l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Estelle. Bonjour Frédéric. Ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris, c'est avec vous que nous bouclons ce cycle de 8 conférences et cela a énormément de sens car tout au long de ces derniers mois, nous avons fait ensemble un voyage qui nous a emmenés sur divers terrains. Nous avons parlé économie et macroéconomie avec Patrick Artus ou Laurence Boone de l'OCDE, mais nous avons aussi parlé philosophie avec Dominique Bourg. Nous avons eu le point de vue de l'ingénieur avec Jean-Marc Jancovici. Nous avons eu accès à des visions prospectivistes comme celle du Britannique Adair Turner ou encore à des propos visionnaires concernant notamment les enjeux autour de la biodiversité tels que ceux portés par l'économiste indo-britannique Partha Dasgupta. Alors grâce à votre présence aujourd'hui, Estelle Cantillon, d'une certaine façon, nous allons boucler la boucle. En effet, on peut le dire, vous avez une curiosité insatiable qui vous a amené à développer une pensée qui embrasse de nombreux domaines et les connecte dans un esprit de transversalité hors du commun. Ainsi, vous allez nous permettre de relier les divers aspects de la problématique. Et donc, voici le programme. Dans un instant, nous allons vous écouter religieusement pour un exposé d'environ une demi-heure. Puis, nous nous tournerons vers le public afin de répondre à ces questions qui, à mon avis, devraient être nombreuses. Et d'ailleurs, j'en profite, chers amis du public, pour vous remercier une fois encore, vous remercier de votre présence, de votre mobilisation. Merci de vous être connectés au LinkedIn Live d'EDF. Dès maintenant et tout au long de la conférence, vous pouvez nous envoyer vos questions par écrit via le chat. Avant de vous donner la parole, chère Estelle Cantillon, laissez-moi présenter brièvement votre parcours. J'ai essayé de le résumer et vu qu'il est aussi brillant qu'atypique, je peux vous dire que ça n'a pas été chose aisée. Estelle Cantillon, vous êtes directeur de recherche au FNRS, le Fonds de la recherche scientifique belge. Vous êtes professeur d'économie à l'Université libre de Bruxelles ainsi que chercheur affilié à la Toulouse School of Economics. Au sein de la Solvay Brussels School of Economics and Management, vous êtes professeur d'économie de l'environnement. Vous êtes aussi chercheur au fameux CEPR de Londres, the Center for Economic and Policy Research, qui regroupe des chercheurs européens de premier plan. Et ce trimestre, vous êtes professeur invité au département d'économie et de politique publique de l'Imperial College.
Vous êtes titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Harvard et vous avez occupé des postes de professeur à l'université de Yale, à la Harvard Business School et à la Harvard Kennedy School of Government. En tant que spécialiste de l'économie industrielle, vos recherches portent sur des thématiques variées. Vous dites vous-même qu'elles se situent à la frontière entre la conception du marché et l'organisation industrielle et elles combinent généralement la théorie et les données. Vous vous êtes penché sur l'économie du bien-être, l'analyse des données statistiques, le choix des écoles, les marchés financiers, le domaine de la théorie microéconomique. La liste de vos centres d'intérêt est loin d'être exhaustive. Vous appartenez à un certain nombre de comités et de cercles de recherche. Vos publications sont elles aussi très diverses. Vous avez ainsi publié des articles sur les enchères, l'approvisionnement, la concurrence entre les bourses et les problèmes d'affectation. Quant à vos recherches actuelles, elles portent sur les marchés des émissions de carbone, la conception des marchés de gros de l'électricité et les politiques de transition climatique. Votre dernier livre, publié en 2017, est un livre choral écrit à plusieurs mains, 7 auteurs au total, dont le titre est le suivant, Economics Without Borders, Economic Research for European Policy Challenges, édité chez Cambridge University Press. Au regard de ce que je viens d'exposer, on comprend mieux ce qui vous amène aujourd'hui à nous proposer d'aborder la question de la décarbonation par une vision transversale. Vers une approche holistique de la décarbonation, c'est l'intitulé de l'exposé que vous nous avez préparé en exclusivité. C'est un grand privilège qui nous est offert. Estelle Cantillon, nous sommes toutes oui. À vous la parole. Bien, merci Frédéric pour cette introduction. Je me réjouis déjà d'interagir avec l'audience en fin d'exposé et peut-être juste pour cadrer, pour commencer l'exposé, pour cadrer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques éléments de contexte sur l'enjeu climatique auquel nous faisons face et en particulier sur la rapidité de la nécessaire décarbonation. Alors sur l'image de gauche, sur l'écran, ce que vous voyez, c'est une image qui a été produite par le GIEC, par les experts du GIEC et qui montre la nécessaire réduction des différents gaz à effet de serre, où on voit en particulier le tout premier, le plus gros, montre que en termes d'émissions de CO2, on va même devoir être négatif à l'horizon 2050 pour limiter la hausse des températures globales à moins de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et puis l'image de droite présente plus ou moins la même chose, mais d'une façon un peu différente, et j'aime beaucoup pour cette raison-là. Ce qu'elle montre, c'est que en fonction du moment où on commence les efforts de décarbonation, eh bien la rapidité à laquelle on va devoir décarboner va être plus ou moins rapide. Et donc, vous voyez que si on avait commencé en 2000, ça aurait été une courbe descendante, mais de façon assez légère, et puis plus on attend, et on est en 2020 maintenant, c'est vraiment une pente très pentue. La raison étant que le CO2 est un gaz qui est assez inerte en fait dans l'atmosphère, et donc ce qui est important pour nous, c'est la quantité d'émissions historiques. C'est pas uniquement le flux, et c'est pas les émissions juste une année donnée. Donc ça, c'est une partie de l'équation, on va devoir décarboner, et puis l'autre partie, évidemment, c'est où on en est aujourd'hui, et où on en est aujourd'hui, bien, les émissions de gaz à effet de serre, enfin ici en l'occurrence, sur le graphe que je vous montre, ce sont les gaz du CO2, ça représente environ 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, c'est la plus grosse partie des gaz à effet de serre, et ça continue à augmenter. On voit d'ailleurs la forte accélération depuis les années 1950, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la grande accélération de toute l'économie mondiale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est la situation où on en est. Puisqu'on va parler de décarbonation, c'est important de savoir un peu d'où proviennent ces différents gaz à effet de serre. Et en fait, la façon dont ça se fait, c'est on fait une sorte d'inventaire de toutes les sources possibles de gaz à effet de serre. Il y a toute une méthodologie derrière qui a été développée d'ailleurs par les experts du GIEC pour, par exemple, convertir 1 tonne de carbone en
quantité d'émissions pour savoir, par exemple, si comment estimer les émissions de méthane d'une exploitation agricole, etc., etc. Et le résultat, c'est ce que vous voyez ici sur écran, où on voit dans cette tarte, en fait, tous les gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète, et en fonction de leur secteur, on voit que l'énergie est en fait la source principale de gaz à effet de serre, la combustion d'énergie, que l'on trouve dans différents secteurs. Il y a les secteurs, je prends ici ma souris, on utilise de l'énergie un peu partout, dans l'industrie évidemment, dans le transport, dans le chauffage des bâtiments, etc., etc. Et la deuxième grande catégorie, c'est les gaz à effet de serre issus de l'agriculture et de l'usage des sols. Okay, mais donc ça vous donne une idée on voit un peu vraiment toutes les sources qui existent de gaz à effet de serre, et on va devoir les réduire si on veut décarboner. Et c'est justement ça l'enjeu des trajectoires de décarbonation. Et étant donné le graphe que je vous ai montré, la façon naturelle d'approcher cette question de décarbonation, eh bien, c'est de commencer par chacune de ces sources qu'on a pu identifier, qu'on a pu mesurer, et de regarder quels sont les leviers pour décarboner ce secteur ou cette source. Et c'est là que je vais passer un petit peu de temps, et ce seront les seules équations de l'exposé, mais autant prévenir. Et donc d'abord, par simplicité, je vais maintenant me concentrer sur les secteurs qui émettent du CO2 de par leur consommation énergétique. Donc c'est dans la tarte que je vous ai montrée, c'est 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ces secteurs, je vais en fait décomposer leurs émissions en fonction de leurs déterminants. En fait, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une équation qui est en fait une identité. À gauche, vous avez les émissions de CO2 d'un secteur spécifique que je vais indexer par I. Ça peut être un secteur, mais ça peut être même un produit. Et ces émissions, elles sont égales au produit du niveau de production dans ce secteur, fois le ratio entre l'énergie utilisée dans ce secteur-là par unité de production, fois les émissions produites dans ce secteur divisées par unité d'énergie. Et donc, vous voyez que c'est une égalité, puisque au numérateur et au dénominateur apparaissent les termes production énergie, et je peux très facilement simplifier. Alors pourquoi c'est intéressant? Donc ça s'appelle, c'est en fait une variante de l'identité de Kaya. Elle est un petit peu simplifiée, mais c'est juste ce qu'il faut pour nous ici. Alors on va pouvoir regarder en fait les différents leviers. Par exemple, si je veux réduire les émissions dans le secteur I, les émissions dans le secteur I, elles dépendent du niveau de production dans le secteur I, et de quoi dépend le niveau de production du secteur I? Eh bien, de la croissance économique, de facteurs spécifiques à la demande dans ce secteur-là, d'éventuellement de réglementation qui impactent le secteur. Ça dépend également, au deuxième levier, de l'intensité énergétique dans le secteur I. Et de quoi est-ce que celui-ci dépend? Eh bien, il dépend des technologies qui sont disponibles dans le secteur I, de leur coût, du prix de l'énergie, puisque plus le prix de l'énergie est élevé, eh bien ce secteur-là va vouloir essayer de l'utiliser un peu moins, et d'éventuellement utiliser des technologies moins énergivores, de l'optimisation des processus de production. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus performantes que d'autres, qui produisent la même chose, mais qui sont de façon plus performante que d'autres, des réglementations également en vigueur dans le secteur. Et enfin, le dernier terme, c'est l'intensité carbone du mix énergétique utilisé dans le secteur. Et là, de nouveau, ça dépend des technologies disponibles pour le type d'énergie utilisée dans le secteur, du prix du carbone, évidemment, puisque plus le prix du carbone sera élevé, et moins l'intensité du carbone moins l'intensité sera élevée, voilà. Et également des réglementations en vigueur. Et donc, vous pouvez imaginer que vous prenez chacun des secteurs et vous réfléchissez à ces trois piliers en disant, tiens, par exemple, si je regarde la production de l'acier, eh bien, je pourrais, au lieu d'utiliser des énergies fossiles, je pourrais électrifier la production d'énergie dans le secteur. Je pourrais réduire l'intensité énergétique en recyclant une partie de l'acier, comme ça, par exemple. Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles on va regarder quand on
on essaye de réfléchir à des trajectoires de décarbonation. Et donc je reprends ma diaporama plus propre, donc avec mon équation et mes trois facteurs. Et ce que je vais simplement faire ici, c'est que je vais prendre le logarithme de cette expression-là et puis je vais la différencier et les matheux m'auront suivi. Je obtiens l'équation qui est tout à fait équivalente ici, qui est la deuxième équation et qui me dit que le changement en pourcentage de mes émissions, c'est égal au changement, à l'évolution de au changement de mon niveau de production, plus le changement dans l'intensité énergétique de mon secteur, plus le changement de l'intensité carbone de mon secteur. Okay. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'enjeu, c'est de découpler, donc c'est de diminuer mon deuxième terme, et de décarboner, c'est diminuer mon troisième terme, plus vite que la croissance. Parce que si, par exemple, on ne change rien à l'intensité énergétique et on ne change rien à l'intensité carbone, donc mes deux termes du côté droit ici sont égales à 0, eh bien, mes émissions, elles vont simplement suivre mon niveau de production. Et juste pour vous donner une idée, au niveau mondial, parce que là, j'ai mis à chaque fois un petit indice I qui dit que c'est un secteur spécifique que je regarde, mais je pourrais regarder ça au niveau mondial aussi. Pour vous donner une idée, ces 30-40 dernières années, la richesse, le niveau de production au niveau mondial a augmenté d'environ 3% par an. Okay, donc sur mon premier terme ici, c'est plus 3% chaque année. L'intensité énergétique a baissé de l'ordre de 1,5-2% par an. Donc je fais 3% moins 1,5, 2%, ok. Et le changement d'intensité carbone, lui, il s'est accéléré ces dernières années, mais il est resté relativement faible. On n'est que de 0,23% par an. Et donc on voit bien que historiquement, la croissance, donc le premier terme ici, a toujours été plus élevé que les réductions d'intensité d'énergie et d'intensité carbone, ce qui explique qu'on a continué à augmenter nos émissions carbone. Alors, la dernière chose que je voulais mentionner ici, puisqu'on va maintenant parler de... Donc ici, ça nous donne en fait, ces équations-là, elles nous donnent un peu une façon de réfléchir aux pistes possibles pour décarboner un secteur. Et puis, évidemment, il y a la question de voir comment ça va évoluer dans le temps. Et donc là, c'est intéressant, c'est utile de se rappeler que ce qui détermine les émissions dans un secteur, c'est souvent les équipements. Et donc dès lors, la rapidité à laquelle les choses vont changer dépend vraiment de la rapidité à laquelle les équipements sont remplacés. Une voiture, par exemple, en tout cas en Belgique, est remplacée d'environ tous les 8 ans. Et donc ça veut dire que chaque année, il y a plus ou moins 12% du parc automobile qui est remplacé. Mais dans d'autres secteurs, c'est soit les cycles de remplacement d'équipements sont plus courts. Dans ce cas-là, on peut espérer que ça va changer plus vite, ou à contrario, certains cycles d'investissement sont beaucoup plus lents, et donc ces secteurs-là, ils vont avoir, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Il y a que 5% du capital, par exemple, qui est remplacé chaque année. Bien évidemment, ça va impacter la vitesse de décroissance des émissions dans ce secteur-là. Donc voilà, je voulais donner de façon très très simple juste une idée de la façon dont ça fonctionne, de la construction des trajectoires, et vous recommander deux ouvrages qui montrent, qui appliquent ces approches-là et de façon très exhaustive. Il y a d'abord le remarquable rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié en mai ou juin de l'année passée, Net Zero by 2050. Et puis un autre ouvrage plus accessible peut-être, et en tout cas certainement très pédagogique, c'est l'ouvrage de Bill Gates sur climat, comment éviter un désastre. Mais donc les deux à des niveaux différents évidemment, puisque bon, le rapport de l'IEA, c'est vraiment un rapport d'une pratiquement une centaine de pages, très systématique, etc., plein de chiffres. Mais dans les deux cas, l'approche est vraiment la même. On prend les différents secteurs émetteurs de carbone et puis on se pose la question de comment est-ce qu'on va faire pour réduire les émissions de ce secteur-là. C'est une approche assez systématique. Alors, je suppose que ça n'étonnera personne de dire que c'est évident, mais
tout le monde en est conscient que c'est un exercice extrêmement difficile parce que quand on essaie de construire les trajectoires carbone à l'horizon 2050, on doit imaginer, prédire les prix de différentes matières premières, de l'énergie, les coûts des différentes technologies, etc. à l'horizon 2050, ce qui est évidemment très compliqué. Et c'est pas uniquement d'ailleurs des questions de technologie qui sont compliquées, ça va l'évolution des différents marchés, des différentes technologies va également dépendre de l'état de l'économie, des politiques publiques qui seront mises en place, du comportement des consommateurs, etc., etc. Et donc, juste pour vous montrer sur l'image de droite, ici, c'est une image qui a été produite par le Zenmo Lab, qui est une start-up qui est liée à l'université de Eindhoven aux Pays-Bas, qui montre que eh bien, même une institution aussi sérieuse que l'Agence internationale de l'énergie, avec des experts dans tous ces domaines-là, ben, a eu du mal à prédire l'augmentation des capacités installées en photovoltaïque. Et là, on voit qu'en fait, à chaque fois, ce sont les courbes de couleur, c'est ce qui était estimé, prédit par le World Energy Outlook, et en noir épais, c'est en fait ce qui a été effectivement observé en termes de nouvelles additions de capacité en panneaux photovoltaïques. Donc voilà, donc ça c'est compris, c'est compliqué. Donc c'est évidemment, il faut prendre ces travaux avec des pincettes, ça les rend néanmoins, enfin ça n'empêche pas qu'ils sont néanmoins utile et important pour arriver à se projeter et nourrir les discussions en matière de politique économique. Ce que je voulais plutôt par contre faire, c'est parler d'une autre limite qui est importante dans cet exercice et qui tient du fait du fait que l'énergie est un bien assez particulier. C'est en fait un bien un bien intermédiaire. Et donc c'est un bien dont la demande est dérivé. On n'en retire pas d'utilité de consommer de l'énergie. Non, l'énergie, ça va vous permettre de faire bouger votre voiture, ça va permettre de construire l'ordinateur que vous utilisez, etc. Mais si on peut faire exactement la même chose avec moins d'énergie, eh bien, vous en serez tout aussi content. Et alors, ça a quand même une conséquence importante, c'est que comme vous ne retirez aucun bénéfice direct de l'énergie, ça explique l'accent qui est placé dans toutes ces discussions de trajectoire sur l'augmentation de l'efficience énergétique et le découplage énergétique, donc produire la même chose mais avec moins d'énergie. Mais néanmoins, ça génère un autre risque qui s'appelle l'effet rebond en économie et qui consiste en l'augmentation de la demande d'un service énergétique suite à la réduction de son coût effectif. Donc, pour parler plus simplement, imaginez que vous avez une voiture et que vous avez une nouvelle voiture et que la performance de cette nouvelle voiture est supérieure en ce sens qu'elle a une plus faible consommation en litres par 100 km. Ça veut dire que chaque kilomètre va vous coûter moins cher qu'avec votre ancienne voiture. Et vous aurez tendance à être un peu moins prudent, éventuellement à faire plus de détours, parce que ça vous coûte juste moins cher d'utiliser votre voiture. Dans l'équation que je vous ai montrée, ce qui se passe, c'est que quand l'intensité énergétique de votre bien diminue, eh bien, vous allez en fait en utiliser beaucoup plus. Et c'est embêtant, évidemment, puisque ça veut dire que si votre voiture a une efficience qui est augmentée de 1%, mais que vous allez rouler 0,5% en plus, eh bien, on aura gagné en net que de 0,5% d'émissions. Ça réduit l'impact sur les émissions. Alors cet effet, en fait, il a été identifié pour la première fois par un économiste anglais, Jevons, qui au XIXe siècle a observé que malgré le fait que dans différentes industries en Angleterre, on pouvait utiliser le charbon de façon de plus en plus efficiente, eh bien, la demande et l'usage de charbon continuait à augmenter.
Et on a nommé cet effet-là le paradoxe de Jevons, qui dit que alors que l'efficience, c'est de plus en plus efficient d'utiliser cette ressource-là, eh bien on va en consommer plus parce qu'il y a l'effet rebond, l'effet ici production domine l'effet d'amélioration de l'intensité énergétique. On va encore même un peu plus loin. Aujourd'hui, on parle également d'effet rebond. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la voiture tout à l'heure, vous avez une voiture qui est plus performante, ça veut dire que vous avez dépensé un peu moins d'argent pour payer l'essence à quantité, à distance constante. Eh bien, peut-être qu'une partie de cette épargne, de cet argent que vous n'aurez pas dépensé, vous allez le dépenser autrement. Vous pourriez le dépenser dans un bon restaurant, mais vous pourriez également décider de faire un petit mini-trip en avion à Rome. Eh bien, clairement, là, on n'aura rien gagné, on aura même perdu en termes d'émissions. Alors en pratique, en fait, les économistes ont essayé de mesurer cet effet rebond depuis très longtemps et évidemment, ça dépend vraiment du bien. Ça dépend, est-ce que le prix que vous payez pour ce bien est assez saliant? Est-ce que c'est un gros montant ou pas? Et donc, par exemple, quand on parle d'éclairage domestique ou quand on parle de machines à laver, etc., on observe un effet, les études en tout cas observent un faible effet rebond de 0%. Ici, on parle de 5 à 12% en termes d'éclairage public, mais c'est une étude qui prédate l'introduction des LED, donc je pense que ce sera plus faible aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle par exemple du transport automobile, là l'effet rebond est déjà plus important, et ça malgré le fait que donc ça, on parle d'une augmentation du nombre de kilomètres suite à une amélioration de la performance de votre voiture, mais ça ne tient même pas compte du fait que éventuellement vous allez même changer de véhicule. Et là, si on tient compte de ça, eh bien l'effet rebond, en tout cas, semble être vraiment encore beaucoup plus important. Vous voyez ici sur ces images plusieurs choses. D'abord, il y a un graphique de l'ADEME qui montre qu'à travers le temps, depuis 1990, eh bien, le poids des véhicules vendus en France a en fait sensiblement augmenté de l'ordre de 40%. Okay, et ça, malgré le fait que il y a également eu des avancées technologiques. La carrosserie est en fait moins lourde. Elles sont vraiment beaucoup plus grandes, les voitures, aujourd'hui, qu'il y a 30 ans. Et ce n'est pas uniquement un phénomène français, malheureusement, c'est un phénomène mondial. Et ce qui fait que quand on regarde les sources majeures d'augmentation des émissions au niveau mondial, eh bien, c'est les SUVs, donc je ne sais pas comment on dit en français, enfin SUV, je crois que tout le monde comprend les SUVs qui sont la seconde source principale d'augmentation des émissions dans le monde, juste après la production d'électricité, qui, si on regarde au niveau de l'échelle mondiale, évidemment, utilise encore beaucoup d'énergie fossile. Et donc c'est assez remarquable de voir cet effet rebond en action. Et donc peut-être déjà une petite si je reviens ici, peut-être une première leçon importante ici, c'est évidemment on doit diminuer l'intensité énergétique de différents secteurs. Évidemment, on doit décarboner les différents secteurs, mais c'est important d'accompagner tous ces progrès technologiques par soit un soutien au prix de l'énergie, enfin un accroissement du prix de l'énergie pour éviter cet effet rebond, ou de normes produits pour éviter également les normes produits, ça veut dire limiter la taille des voitures, etc., pour éviter que l'argent gagné ou non dépensé en énergie aille vers d'autres biens qui sont aussi énergivores et aussi coûteux en termes d'émissions carbone. Je voudrais quand même encore aller une étape plus loin et vous proposer de proposer la chose suivante. En fait, quand on fait cette approche secteur par secteur, on se concentre vraiment sur le remplacement à l'identique. On va négliger les solutions beaucoup plus transversales.
Et par exemple, si je regarde la question de la mobilité, l'innovation vraiment la plus intéressante, c'est pas la voiture électrique dont on parle beaucoup, mais c'est le vélo électrique qui est plus léger, plus polyvalent, et par exemple, ça permet à des personnes éventuellement moins valiantes ou plus âgées de se déplacer parfois sur de très longues distances, puisque maintenant l'autonomie est de l'ordre de 20-30 km. Ça permet de transporter plusieurs personnes en même temps, plusieurs enfants, alors que, par exemple, en tout cas à Bruxelles, on dit que le trafic en heure de pointe, la part des déplacements liés à la scolarité en heure de pointe dans la région de Bruxelles-Capitale est de l'ordre de 20%. Donc ce sont des parents qui conduisent leurs enfants dans leurs différentes écoles, ou bien on peut même carrément livrer plein de choses en ville et éviter les bouchons. Alors pourquoi une approche holistique plutôt que de ce qu'on a fait maintenant quand on a fait une trajectoire, quand on a fait les trajectoires et on a fait une optimisation secteur par secteur, eh bien parce qu'en fait nos sociétés, notre économie, elles sont des systèmes complexes assez interconnectés et c'est important de réfléchir, de les regarder en tant que système parce que dans un système, en fait, si vous voulez optimiser un système, il ne faut pas juste bouger un élément, parfois il faut bouger plusieurs éléments en même temps pour obtenir une meilleure solution. Et donc, ça vaut la peine de, de repartir parfois d'une table rase, en tout cas pour susciter l'imagination et de se poser la question de dire, tiens, si je devais repenser ma ville, si je devais repenser mon système alimentaire, si je devais repenser mon système électrique, comment est-ce que je le ferais sur base d'une table rase, évidemment étant donné en fonction des technologies actuelles, des contraintes environnementales et des contraintes physiques pardon, et des objectifs environnementaux. Et ça permettrait, je pense, et attention, hein, je ne dis pas ici qu'il faut remplacer les trajectoires qu'on a faites. Je crois que c'est vraiment une approche complémentaire, mais ça permettrait vraiment de libérer la créativité. Par exemple, si on réfléchit à la mobilité, eh bien, on pourrait réfléchir vraiment à bouger moins et mieux, organiser les espaces et les infrastructures différemment, les déplacements différemment, réfléchir au coworking, le shift model évidemment. Quand on parle d'organisations différentes, on peut également parler d'économie circulaire à tous les niveaux et pas uniquement au niveau du recyclage, de la gestion des déchets, mais de réfléchir au niveau de la consommation et en particulier de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Au lieu de posséder des choses, on loue un objet qu'on n'utilise pas souvent, de réduction du gaspillage évidemment. En termes d'habitat, on peut réfléchir à la verdurisation des villes qui permettent de tempérer de modérer l'impact des températures et donc diminuer la consommation énergétique nécessaire pour limiter la température en forte période de chaleur, d'architecture bioclimatique, etc., etc. Et ce qui est vraiment le message ici que je veux faire passer, c'est que c'est souvent des solutions qui sont moins coûteuses parce que en tout cas, vous voyez la liste ici par rapport à d'autres choses dont on parle dans les trajectoires, mais ce sont également des solutions qui nécessitent souvent plus de collaboration et de coordination entre plusieurs acteurs généralement. Donc, sont parfois plus compliqués, plus difficiles à mettre en œuvre. Alors, les messages, peut-être pour conclure, parce que je crois que j'ai un peu dépassé mon quota de temps, quels sont mes messages principaux? Donc la première, on a vu les trajectoires de décarbonation. La technologie est essentielle dans toutes ces trajectoires-là et on a essentiellement presque tout ce qu'il nous faut. On n'a pas un problème technologique pour décarboner. Ça, c'est un des premiers messages. Mais la décarbonation, c'est aussi un enjeu de société, de politique public, et ça je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'il faudra en parler beaucoup plus. On doit réfléchir à orienter et accompagner le découplage énergétique et la décarbonation de nos économies. Il faut orienter, ça veut dire soutenir certains prix, mettre des normes produits, avoir des calendriers de sortie de certains équipements, mettre en place certaines infrastructures, accompagner pour éviter essentiellement les effets rebonds et l'impact social d'une énergie qui devrait être plus chère. Il faudra favoriser
l'émergence de solutions plus systémiques. Et ça, c'est un nouveau rôle pour l'État, donc pour lequel il n'est pas spécialement habitué. Maximiser évidemment et valoriser l'éco-bénéfice. Et donc, en cours, je crois qu'il faudra des politiques publiques plus volontaristes qu'elles ne le sont actuellement, mais elles pourraient accélérer la transition et réduire surtout son coût. Et je crois que ça, c'est important, en tout cas en tant qu'économiste. Voilà, j'en ai terminé. Merci, merci beaucoup Estelle Cantillon pour cette démonstration. Je peux vous dire qu'elle n'a pas laissé indifférente notre public, puisque d'ores et déjà il y a pas mal de questions qui sont arrivées. En tout cas, juste une première remarque spontanée. Merci, parce que je pense que votre approche permet d'un coup de libérer l'esprit, vraiment, on voit que ce que vous prônez, c'est vraiment une créativité, hein, c'est un vrai bol d'air frais, puisque l'idée c'est pas d'avoir une pensée tellement statique, monolithique, au lieu d'avoir cette approche comme ça, qui est systématique, branche par branche, d'avoir une approche systémique, et avec effectivement le fait qu'il y a des incertitudes sur les prédictions, et que finalement l'idée c'est pas forcément de vouloir vivre exactement la même chose en remplaçant, voilà, ça me fait penser, vous savez, quand on parle du fait qu'il faudra manger un peu moins de viande, alors du coup il y a pas mal de nouvelles recettes de cuisine pour inventer des steaks qui sont végétaux, mais peut-être simplement il faut inventer une nouvelle cuisine tout simplement, mais pas forcément vouloir remplacer le steak. Donc c'est vraiment ouvrir à la créativité et faire confiance aussi à ce mystère de l'avenir. Alors ce que je vous propose, Estelle, c'est qu'on aille directement à la pêche aux questions. On va les prendre une par une, et puis ça nous permettra de creuser encore plus le sujet avec vous. Alors la première question: la France ne représente que 1% des rejets de CO2. Alors pourquoi en faire plus que certains pays qui sont des gros pollueurs comme la Chine ou les USA ? Alors ça, c'est des questions d'équité. Donc ça, c'est vrai que c'est une question importante, hein. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Alors, il nous reste un budget carbone pour l'entièreté de la planète, et comment est-ce qu'on le répartit? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Différentes personnes auront différents points de vue sur cela. Bon, d'abord, je crois que donc dans l'accord de Paris, tout le monde s'engage à faire une trajectoire zéro carbone. Certains pays pourront aller plus vite que d'autres. Ça, c'est le premier point, et je peux peut-être revenir là-dessus. Deuxième point, et ça, c'est quand même un point sur lequel j'aimerais bien insister, parce que c'est vrai qu'on parle souvent ici dans la question de la Chine, mais parfois on parle de l'Inde aussi. Ce sont des gros pays dont les émissions augmentent. Mais si on regarde historiquement, les pays du Nord, donc l'Europe essentiellement, et les États-Unis ont émis beaucoup de carbone, et comme je l'ai dit en début d'exposé, le carbone reste longtemps. Et donc c'est en fait le stock de carbone qui a été émis, l'historique de carbone qui est important. Et donc on a une certaine responsabilité collective, les pays du Nord, pour la situation actuelle. On a également une responsabilité, donc on a une responsabilité pour la situation actuelle, on a également une responsabilité parce qu'on a plus accès à la technologie et aux ressources que d'autres pays. Et donc je pense que ça, voilà, c'est une façon de réfléchir à cette question-là. Alors, il y a un internaute sur LinkedIn, un internaute qui nous précise qu'il a une quarantaine d'années, qui s'inquiète de savoir si sur ces sujets, nous avançons ou nous restons au même point. À votre avis, est-ce qu'on progresse, Estelle Cantillon ? Alors sur les solutions, donc d'abord sur la science du climat, c'est évident qu'elle a vraiment beaucoup progressé, et c'est assez remarquable de voir le dernier rapport du GIEC par rapport au tout premier. Mais bon, c'est sont des efforts considérables, et donc là on avance. Au niveau des solutions, on n'y est pas encore, mais il y a une énergie qui est déployée à tout niveau. J'ai parlé ici du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, mais les entreprises réfléchissent, les villes réfléchissent à des trajectoires carbone et à des solutions. Donc il y a pas mal d'énergie qui est vraiment déployée, des expériences qui se font à gauche et à droite, et vraiment beaucoup de scientifiques à travers le monde qui comparent et qui évaluent. La nature de l'effort scientifique qui est fait n'est pas la même chose que le GIEC. Il faut savoir que le GIEC, c'est des centaines de chercheurs qui lisent des milliers d'articles. On a
il n'y a pas un GIEC des solutions encore. Il faudrait un GIEC des solutions qui lise tous ces articles, qui compare et qui amène un consensus, parce qu'il y a vraiment un consensus qui a émergé sur la science, et je crois qu'au niveau des solutions, on n'y est pas encore tout à fait là, bien qu'il y a le 3e rapport du GIEC, enfin un qui est attendu maintenant avril, je pense, qui va commencer à aborder ces aspects-là. Donc il y a un consensus sur le constat et maintenant sur la trajectoire à aborder pour pouvoir y répondre au niveau de la solution, c'est là où c'est pas encore très clair, quoi. Ouais. Alors sur l'effet rebond, vous avez beaucoup insisté sur l'effet rebond. Il y a pas mal de questions qui émanent sur cette interrogation. Je vais essayer de vous en donner une ou deux pour qu'on puisse essayer d'y répondre de manière un peu plus globale. Donc, donc sur l'effet rebond, dans un monde neutre en carbone, consommer plus n'implique pas nécessairement une aggravation de la situation. Exemple, avions sans CO2, agriculture décarbonée, etc. Et puis un autre nous dit, finalement, sait-on comment lutter sur cet effet rebond? Est-ce qu'on a des solutions pour prévenir ça? Ouais. Alors, pour la première question, c'est vrai que si on était dans un monde zéro carbone, ce ne serait pas trop grave, en tout cas en matière climatique, mais ça veut dire quand même qu'on utiliserait plus d'autres ressources de toute façon. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas cher, on va vraiment beaucoup plus, on va beaucoup plus utiliser. Si on réfléchit au niveau des voitures, de mémoire, les voitures, on parle de maintenant de 1500 kilos aujourd'hui. Déplacer 1500 kilos, plutôt qu'un vélo électrique où il y a 100 kilos avec une personne, c'est 15 fois plus d'énergie, c'est 15 fois plus de matière, enfin voilà, c'est de toute façon. Donc je crois que même dans un monde zéro carbone, on voudrait limiter cet effet-là. Et la deuxième question, c'était comment limiter. Il y a 2 solutions. Il y a une certaine façon, soit compenser l'augmentation de la performance par une augmentation des prix de l'énergie. On pourrait faire ça en augmentant les accises, par exemple, sur l'énergie, faire en sorte que le kilomètre voiture reste constant. Il a en fait diminué. Et donc, il faut savoir que, et j'ai un collègue économiste qui a fait les calculs très gentiment pour la Belgique, il y a eu vraiment un découplage entre la croissance en Belgique et le prix de l'essence. Le prix de l'essence a cru moins vite que le PIB, et donc en fait ça coûte moins cher aujourd'hui en termes réels l'énergie, et ce qui est assez remarquable, c'est que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie prédit également une diminution des prix de l'énergie. Donc on doit faire quelque chose. Donc une première solution, augmenter les accises pour faire en sorte que le prix du service énergétique, qui tient compte de l'amélioration de l'efficience, reste le même. Deuxième solution, ce sont des normes de produits. Dire, voilà, les voitures, elles ne peuvent pas faire plus que 1200 kg, 1300 kg. Et c'est ce genre de... Voilà, ça, c'est l'autre solution à faire. Dire que certains biens... ne sont plus, par exemple, les chaudières à mazout, on les sort. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut... Ça, ce sont les normes produits et la réglementation qui est l'autre solution. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on constate, et vous n'êtes pas la première à nous le dire, c'est que finalement, on a besoin d'un retour de l'État, d'une certaine manière, puisqu'il va falloir encadrer ce qui est possible de faire, dans quelle mesure, etc. Et donc, j'imagine que vous avez aussi réfléchi à toutes les politiques de taxonomie autour de tout ça, j'imagine. Oui, donc en fait, comme tout économiste, j'ai envie de dire, le signal prix est important, mais ce qui me frappe et ce qui m'a vraiment particulièrement frappé lors de la dernière COP, la COP 26, on parle de plus en plus d'interdiction de certains produits, de calendrier de sortie de certains produits. On parle de sortir du charbon, on parle de sortir de véhicules thermiques, et c'est intéressant parce que
en tant que voilà, quand en économique, on se dit bah, si ça marche, le signal prix est quand même la meilleure façon de coordonner les différents acteurs. Mais en fait, quand on se dit qu'on veut appliquer toutes ces solutions-là au niveau mondial, les normes produits, c'est très facile à appliquer. Hein. Vous dites du jour au lendemain, enfin non, vous dites dans 10 ans on n'utilisera plus de charbon ou dans 10 ans on n'utilise plus de voitures thermiques. C'est même un État qui n'a pas les moyens des États des pays du Nord peut mettre en œuvre ce genre de choses, tandis qu'une politique de taxation carbone ou de marché de permis d'émission, ce sont des instruments de politique économique vraiment beaucoup plus sophistiqués et qui nécessitent une infrastructure, des bureaucraties beaucoup plus formées que dans certains pays. Donc, je trouve cette évolution assez intéressante. Alors on a un internaute qui est très dynamique dans sa manière de nous interpeller, Estelle Cantillon. Merci pour la clarté de votre exposé, mais nous sommes aujourd'hui loin du compte. 3 points d'exclamation. Comment financer la transformation, c'est-à-dire la décarbonation? Comment financer donc la transformation immédiate et massive de l'outil de production, en particulier dans les pays émergents et en voie de développement qui n'ont pas les moyens financiers? On en revient à cette fameuse question. Oui. Alors je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais surtout pas les questions nord-sud, je suis peut-être moins bien armée pour ça. Mais par exemple, même dans nos pays, pour l'instant, la façon dont on décarbone, c'est on subventionne, etc. Et ça coûte de l'argent. Et je crois qu'on doit se dire que c'est pas que l'État qui doit payer, c'est aussi c'est un peu tout le monde. Il y a des gens qui peuvent très bien investir et qui investissent pour rénover leur maison et s'installer une piscine. Et ben peut-être qu'on devrait leur suggérer également d'isoler leur maison beaucoup mieux. Et donc c'est ça que c'est là qu'il y a un intérêt d'avoir un prix de l'énergie. Alors il faudra évidemment, il y a des aspects sociaux, il faudra faire attention aux personnes les moins bien munies de la société, mais en tout cas, je pense que les tranches de revenus, les gens qui ont les moyens devraient également pouvoir mettre leur main à la poche pour également isoler leur maison et acheter du matériel qui fasse qu'ils vont eux aussi réduire leurs émissions, puisque de toute façon, ce sont les personnes les plus aisées dans notre société qui ont également un impact en termes de carbone plus élevé que les autres. Donc on voit là aussi qu'on touche à l'éthique et donc aussi à la philosophie, etc. Alors, on a un internaute qui s'est montré très clair, très parcimonieux dans sa manière de nous interpeller. Il marque « Think global, act local ». Et je pense que c'est très bien vu parce que je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu aussi votre approche vis-à-vis. Je me souviens, en ayant préparé cette conférence avec vous, vous parlez aussi de modélisation plus parcimonieuse, de venir sur des modèles plus petits pour ensuite extrapoler plus grand. Vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses par rapport à cela? Bien, disons que c'est vrai que, allez, de nouveau, si je reprends les exercices de trajectoire carbone au niveau mondial de l'Agence de l'énergie, évidemment qu'ils ne peuvent pas tenir compte de tout le potentiel et spécificités locales, et il y a vraiment une place pour l'innovation, et c'est vraiment l'innovation sociale, l'expérimentation au niveau local, et je crois qu'il y a aussi il y a une partie aussi de normes sociales hein, parce qu'une partie de nos émissions, elles sont déterminées également par des normes sociales de consommation d'une certaine façon. Donc c'est là qu'il y a l'aspect plus local qui peut jouer, qui peut être un facteur intéressant d'innovation sociale et d'innovation de pistes de décarbonation intéressantes en tout cas. On a une question qui émane de notre fameux groupe des Icemakers. Quelles sont les solutions holistiques les plus efficaces à mettre en place en priorité selon vous? En tout cas, dans le secteur de la mobilité, ça sans hésitation, parce que c'est un des secteurs qui est en croissance en termes d'émissions et qui est fort
impacté par les aspects comportementaux et aussi transversaux, parce qu'en fait la mobilité, votre choix de mobilité, ça dépend d'où vous habitez, de la structure de votre ville. On parle maintenant de plus en plus de villes à 15 minutes, où tous les commerces se trouvent à 15 minutes, alors que pendant longtemps, on a construit nos villes avec des centres commerciaux à l'extérieur qu'il fallait absolument auxquels il fallait accéder avec des voitures. Donc il y a vraiment, ces aspects transversaux sont vraiment fort présents dans la mobilité, les aspects normes sociales aussi. Maintenant, de nos jours, une personne de 60 ans devrait pouvoir sans problème se trouver sur un vélo, même si elle n'est pas spécialement voilà, c'est le vélo, par exemple, le vélo électrique rend possible plein de choses qui n'étaient pas possibles avant. Voilà. Donc sans hésitation, la mobilité. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu venir en plus, cette révolution du vélo électrique, effectivement, ce retour du deux roues. La ville de 15 minutes, c'est justement l'urbaniste Carlos Moreno qui en parle un peu partout dans le monde, et effectivement c'est une notion qui est en train de prendre un nouvel essor. Alors le souci principal n'est-il pas l'acceptation sociale, augmentation des coûts, changement d'habitude ou d'équipement, etc. Cette acceptation sociale qui relève aussi du politique, Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a encore un exercice de pédagogie, mais il y a surtout un exercice de pédagogie sur tous les bénéfices secondaires. Donc, si je reprends les questions de mobilité, des mobilités plus actives, c'est vraiment bon pour la santé physique, mais aussi la santé mentale. C'est bon pour le lien social, c'est bon pour c'est bon, en tout cas, tant qu'on a des véhicules thermiques, ça diminue la pollution de l'air, ça diminue le bruit. Enfin, en fait, c'est tous ces co-bénéfices sur lesquels on peut travailler. Il y a quand même pas, et de nouveau dans la mobilité, c'est vraiment un domaine où ces co-bénéfices-là sont assez importants. Alors, il y a l'alimentation, on pourrait parler également santé aussi. Et là, je crois qu'il y a un travail d'éducation à voir comment on peut manger sans viande, effectivement, ou avec moins de viande ou une viande différente. Donc ce dont vous parlez, finalement, c'est de réussir à valoriser ce qui, pour l'instant, a souvent mauvaise réputation, c'est-à-dire on a l'impression qu'on va devoir faire des sacrifices, et donc on a vraiment une écologie vue de façon très négative, alors que si on valorise tous les bénéfices auxquels on peut avoir accès en choisissant des usages différents. Du coup, ça rejoint tout à fait, ça vient en écho avec une autre question qui est posée par nos internautes. Comment expliquez-vous que les politiques n'arrivent pas à créer cet imaginaire, un récit à susciter l'envie de ces changements fondamentaux que vous mettez bien en évidence? Il y a un récit. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de bonne réponse pour ça. Là, c'est en dehors de mes domaines de compétences. C'est vrai que c'est une question sociologique, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, c'est ça qui m'a beaucoup frappée dans votre approche, c'est que finalement, la diversité des domaines et de vos domaines d'activité, de vos centres d'intérêt, fait que vous avez aussi la notion des sciences sociales, etc. Donc vous avez vraiment toute cette interdépendance, cette interconnexion dans les différents domaines, et on voit effectivement, voilà, c'est comme un jeu de domino, on bouge quelque chose, hop, ça a des autres conséquences. C'est aussi ce que dit Edgar Morin avec cet éloge de la complexité. Et donc cette approche-là, elle peut enrichir aussi le récit et l'imaginaire. Tout à fait. Parce que souvent, on est dans quelque chose de très binaire, croissance-décroissance, vous voyez. Tout à fait. On a l'impression de pas forcément... on est obligé de choisir son camp, alors qu'en fait, on n'a pas envie ni l'un ni l'autre. On sait bien qu'on ne peut pas continuer comme ça, mais en même temps, tout arrêter, est-ce que ça a du sens? Donc, on voit là que vous essayez de montrer qu'il y a des alternatives, d'autres chemins. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense et en vous écoutant, il y a quand même un travail sur le narratif qui se fait à différents niveaux quand même. Donc je crois qu'il y a des choses qui se passent et c'est la création d'un narratif positif qui est important et à faire. On le voit qui émerge également dans l'entreprise pour dire on se projette, et en fait changer peut être une bonne chose aussi pour l'entreprise dans une direction d'une plus grande durabilité.
D'ailleurs, je pensais aussi à ça. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de souffrance, souffrance sociale, souffrance au travail, etc. Et donc, par exemple, cette idée du vélo, etc., c'est aussi amener un ralentissement dans la vie quotidienne. Enfin, si on réussit à mettre en valeur ces aspects-là, on voit que c'est aussi peut-être régénérer notre vie et notre vie ensemble, en société. Alors, vous disiez que la transition énergétique dépend d'un changement de comportement, mais nos comportements ne sont-ils pas dictés par nos choix technologiques? C'est bien vu. Oui, et donc c'est clair que donc ça, je pense que j'ai dit à un moment donné, donc en fait ce qui détermine nos émissions, etc., c'est les équipements qu'on choisit, c'est la façon dont on a construit nos territoires qui va déterminer. Et donc ça, c'est des choses qui doivent bouger sur le très long terme. Les villes sont le domaine où c'est le plus facile de bouger plus vite, hein, de changer. Alors je ne suis pas retournée à Paris depuis qu'il y a toutes ces pistes cyclables. Je les vois parfois sur les réseaux sociaux, c'est très impressionnant. Donc oui. C'est des endroits où ça peut bouger beaucoup plus vite. Dans un territoire plus rural, c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger les choses. Mais de nouveau, avec un vélo électrique, vous avez une autonomie de 15 km en vélo électrique, c'est vraiment rien du tout. Donc vous pourriez aller à la boulangerie, même dans le village voisin, beaucoup plus facilement qu'avant. Quand vous reviendrez nous voir à Paris, vous verrez aussi l'essor des trottinettes électriques. Je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles, mais ça vaut le détour aussi. Que pensez-vous du low-tech dans les solutions innovantes? En performance, ils sont moins fiables, bien qu'intéressants, à votre avis? Alors, les low-tech, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de combien comprendre ce que ça revêt. L-O-W, le low-tech. Oui, oui. Ouais. J'aurais besoin d'un exemple j'aurais besoin d'un exemple pour voir. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai une personne de l'équipe qui me fait signe, peut-être qu'il y a un exemple. C'est un peu loin pour voir. J'arrive pas à voir. Ah, c'est le vélo électrique, par exemple. C'est ça. Donc, low-tech, ça peut être le vélo électrique, par exemple. Ok. Donc ici, d'abord, je crois que c'est pas si low-tech que ça, le vélo électrique. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette histoire de vélo électrique, puisque c'est vraiment l'exemple que vous avez choisi pour nous parler de ce côté disruptif, hein, d'un coup arrive un usage complètement différent qu'on n'avait pas vu venir et qui quand même transforme complètement les choses, c'est intéressant de voir que vous amenez ça sur la table, alors que justement, Jean-Marc Jancovici nous en avait beaucoup parlé lui aussi, en disant, par la force des choses, en termes de matière utilisée entre construire une voiture ou construire un vélo, déjà ça change complètement la donne. Donc on voit bien effectivement que l'approche de l'ingénieur et l'approche de l'économiste que vous êtes peuvent se rejoindre sur ces mais alors, pour aller même plus loin que low-tech, quand on parle de l'économie de la fonctionnalité, c'est par exemple faire en sorte que certains des équipements que vous utilisez qu'une fois par an, vous ne l'achetez pas et vous le louez dans un magasin. Et ça c'est même pas du low-tech, c'est de la dématérialisation d'une certaine façon. Une voiture j'ai plus les chiffres exacts, mais une voiture en temps normal est très très peu utilisée en nombre d'heures par jour. Le car sharing, c'est une façon, ça c'est de l'économie de la fonctionnalité qui permet de réduire, de donner l'accès à un service automobile pour ceux qui en ont besoin, tout en réduisant la quantité de métal et de matière qui ont été nécessaires pour donner ce service à plus de gens. Tout à fait. Et là aussi, on voit bien à quel point il y a l'approche systémique. Tout à l'heure, vous parliez des cycles de remplacement des équipements. Et pour le coup, je me dis, mais le scandale, c'est aussi effectivement tout ce qui est obsolescence programmée. Tout à fait. Là, pour le coup, là, on est dans un non-sens total. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent complètement changer. Aussi, hein. Et là, des normes produits, des garanties. Et l'Europe a pas mal bougé en l'occurrence sur ces questions-là, de forcer qu'il y ait une garantie de 2 ans, etc. Donc là, la réglementation a un rôle à jouer, je pense. Vous avez parlé de matières premières. Nous allons vers un épuisement ou une raréfaction de certaines matières premières. Est-ce que le recyclage à l'infini est envisageable? Est-il possible de recycler tout en décarbonant? Alors, la deuxième partie de la question, oui. Donc, le recyclage permet, en tout cas dans pas mal de secteurs, de réduire la quantité d'énergie utilisée. Et donc, non seulement on extrait moins de matière, mais même au niveau du cycle, on émet moins de carbone.
et sur la première partie, alors donc Est-ce qu'on il y peut a une recycler à partie l'infini? oui, alors du recyclage à l'infini. Alors donc là, je suis pas un ingénieur, mais ce que je lis, c'est que dans certains domaines, on parle de recycler presque à l'infini, qu'on peut recycler. Tout Donc dépend des il y a le domaines, ouais. verre, il y a le gypse, il y a comme ça quelques matières qui apparemment on peut, quand on recycle, on peut recycler et avoir un produit de plus ou moins de la même qualité, tandis que dans certains domaines, quand on recycle, la qualité du produit est moindre et donc c'est du voilà. Et donc à un moment donné, il y a évidemment une limite. Considérer que seul l'État peut faire changer les choses par la réglementation suggère que les individus ne sont pas responsabilisés sur la question de la diminution des émissions. Comment faire avancer cette responsabilité individuelle pour faire changer les comportements individuels? Alors, la réponse standard de l'économiste à cette question-là, c'est de mettre un prix sur le carbone. Okay, je crois que les économistes parlent d'un prix sur le carbone depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a un problème de faisabilité, d'acceptabilité politique de ce prix sur le carbone, même si, alors que parce que donc il y a même quand il est couplé avec une redistribution sous forme d'un dividende carbone. Donc je crois qu'il faut je crois qu'il faut être un peu pragmatique. Je crois qu'il faudrait idéalement augmenter le prix sur le carbone. Il y en a déjà un prix sur le carbone sur certains, dans une partie sur environ 45% des émissions de l'Union européenne. Ça, c'est via le marché des permis des émissions carbone. Et certains pays ont en plus un prix carbone sur d'autres matières premières. Mais pour le reste, si on n'utilise pas le signal prix, ou si on ne veut pas l'utiliser pour des raisons d'équité, parce que ça veut dire que quand on a le signal prix, la personne tout à fait aisée, elle peut continuer à dépenser. Elle paye Donc il y a une pour question aussi polluer finalement. d'équité. Parce que bon, il y en a certains on pourrait même mettre le prix très élevé, qui continueraient à dépenser, et avoir dépenser et acheter des choses très énergivores et générateurs d'émissions. Et donc je crois que les normes produits au niveau acceptabilité sociale et politique a des avantages, et les réglementations ont des avantages dans ce cadre-là. Une question qui s'adresse à vous de manière encore un peu plus personnelle, mais évidemment qui s'élargit. Vous êtes professeur d'économie à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l'Université libre de Bruxelles. Comment sensibilisez-vous vos étudiants à cette approche holistique et comment reçoivent-ils cette approche ? Cette nouvelle génération, comment elle réagit à tout ça? Alors, c'est très facile, parce qu'il y a 3 ans, j'ai décidé de changer mon enseignement. J'enseignais en master l'économie de l'environnement, et depuis 3 ans, je suis passée en bachelier et je donne un cours d'introduction au développement durable. Et donc, ça me permet, j'ai beaucoup appris du coup, parce que c'était une matière nouvelle pour moi, mais ça m'a permis de réfléchir à toutes ces questions de limites planétaires et d'approche système. Et donc, comment c'est reçu alors, C'est cette jeune des choses que je génération, comment partage elle avec mes reçoit étudiants. ça? Pardon? Comment elle reçoit ça, alors, cette jeune génération? Quelles sont les réactions? Ils sont en demande, évidemment. C'est évident qu'ils sont tous fort inquiets pour leur futur, et ils ne demandent pas mieux que d'avoir des outils qui puissent les aider à trouver des solutions, parce que sinon ils entendent tous ces messages qui font peur, et ils n'ont pas de solution. Donc ça se passe très bien, c'est gai de les avoir. Sur la Belgique, on entend souvent que le gouvernement belge est très volontariste sur les questions climatiques. Quel est votre avis? On est un peu à la traîne quand même, hein. On n'est pas du tout exemplaire dans plein de domaines. C'est entre autres lié malheureusement à l'organisation de notre État, qui est un État fédéral avec des responsabilités qui sont fort dispersées entre différents niveaux de l'État. Alors, il y a un internaute qui nous envoie ce message tout simple. Cela a l'air si simple quand vous le présentez comme ça. Merci. Ah. Mais pourtant, je pense que c'est vous qui êtes très pédagogue, parce que je pense que c'est pas si simple du tout, non? Il faut mettre les pièces du puzzle ensemble, ça c'est vrai. Qu'à un moment donné, et que je crois qu'il faut avoir lu beaucoup pour voir une image qui émerge. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien depuis le début de votre exposé, vous avez vraiment mis le focus sur la décarbonation, les gaz à effet de serre, etc. Or, on a vu, en procédant
conférence après conférence, on a vu aussi qu'il ne faut pas oublier la biodiversité, ces aspects-là. Et là, on voit bien que tout ça est encore plus délicat. Alors, on a voilà, des études de plus en plus fines, approfondies sur les sujets, mais malgré tout, on sent bien que voilà, ça ne va pas suffire. Il y a évidemment la question donc, de l'augmentation, du dérèglement climatique et de l'augmentation du réchauffement, mais après, c'est encore plus subtil, encore plus compliqué, et on n'a pas toujours tous les outils. Or, vous insistez beaucoup sur l'intégration des différents outils. Et donc, est-ce que vous pourriez un tout petit peu nous éclairer là-dessus, sur la difficulté d'avoir un cadre unifié dans la manière d'aborder tout ça? Et pourquoi c'est si important? Alors, donc, la raison pour laquelle c'est important, c'est que et alors les cadres et les perspectives, c'est par exemple la perspective d'un ingénieur et la perspective d'un philosophe. Si vous avez eu un philosophe dans votre cycle ou d'un économiste, on va voir des choses différentes. Et on a besoin d'intégrer ces différentes perspectives parce que sinon, voilà, chacune de ces disciplines, en fait, n'est pas assez, justement, holistique. Je veux dire, je peux, moi, voir des choses en tant qu'économiste et qu'un philosophe me dit, mais non, d'un point de vue éthique, c'est une catastrophe ce que tu proposes. Et on a besoin de pouvoir favoriser ce dialogue entre les différentes disciplines pour construire des solutions qui seront meilleures et aussi beaucoup plus faciles au niveau acceptation sociétale, parce que parfois, et je reprends l'exemple de la taxation carbone, hein, où parfois les économistes sont très malheureux qu'on ne les écoute pas et qu'on n'en a pas, mais c'est parce qu'il y a tous ces aspects sociaux, il y a ces aspects éthiques justement pour, tiens, si on met le prix et que quelqu'un peut se permettre d'acheter et de faire des allers-retours Bruxelles-New York tous les jours, est-ce qu'on le laisse le faire? Voilà, c'est parce qu'on n'a pas intégré ces différentes perspectives. Alors, en écho à ce que vous venez de dire, une autre question qui émane d'un icemaker: quel indicateur de pilotage de nos économies serait plus pertinent que le PIB pour piloter la transition écologique? Est-ce qu'on est vraiment justement sur ces indicateurs, ces outils? Tout à fait. Alors la grosse difficulté, évidemment, c'est qu'il n'y a pas un seul indicateur. C'est un tableau de bord qu'il faut. Et ça rend évidemment un peu plus compliqué le pilotage. Alors, une des alternatives, évidemment, c'est des objectifs de développement durable qui permettent d'avoir des indicateurs à la fois au niveau économique, mais également social et environnemental. Il faudrait sans doute les agréger un petit peu. Je pense que l'orateur précédent, Partha Gupta, parlait du différent capital social, le capital capital économique naturel, et capital environnemental, et en disant oui. Au moins on a 4 indicateurs comme ça oui. qu'on pourrait tracer à travers le temps, suivre à travers le temps. Mais finalement, est-ce que c'est pas sur cette question-là qui est quand même très technique, mais dont vous avez besoin, puisqu'encore une fois, vous êtes dans un domaine qui est très technique, c'est-à-dire en partant donc de ce fameux DICE de Nordhaus, hein, donc cet outil de dynamique intégrée et qui finalement, même si ça lui a valu un prix Nobel, on a vu aussi les limites de cet outil. Et donc, est-ce que c'est pas là que ça se passe en ce moment pour vous, les économistes, de réussir à trouver des outils plus performants qui arrivent à intégrer beaucoup plus ces différents aspects pour réussir à nous aider à piloter cette transition qui est quand même, elle est là, et c'est pas rien, quoi. Et c'est à l'échelle planétaire. Donc, modéliser tous ces systèmes, c'est évidemment compliqué. Et alors, quand on parle déjà de modéliser les systèmes naturels, c'est compliqué, mais un système économique, ça contient plein d'humains et dont qui sont encore plus difficiles à prédire que de la chimie ou de la biologie, etc. Donc oui, évidemment, on doit essayer d'aller par là, et parfois il faut aussi reprendre un pas en arrière, et ce que beaucoup d'économistes font, c'est regarder juste une relation entre un élément du système et l'autre, et ils zooment dessus. Et il faut sans doute travailler sur les deux tableaux. Il faut être à la fois parfois prendre un zoom sur juste
un aspect du problème et arriver à dézoomer régulièrement et se dire comment est-ce que tout ça va ensemble. Est-ce que l'étude de l'approche systémique est bien enclenchée? Question de timing. Est-ce que l'étude, alors, je pense qu'en tout cas en économie, on n'y est pas encore. Hein, ça, je peux le dire. On n'y est pas encore en économie. Alors peut-être alors je ne sais pas comment les différentes filières en France sont organisées, mais c'est tellement transversal et la plupart des universités sont organisées en filières beaucoup plus verticales et disciplinaires. Donc certaines alors je ne sais pas dans quelle mesure les universités en France développent ces liens et ces synergies entre différentes disciplines. Parce que cette question timing, elle est intéressante parce que là encore, dans les conférences qu'on a pu avoir, certains de nos intervenants ont pointé du doigt les différents timings, c'est-à-dire sur l'énergie. On sait que voilà, les énergies renouvelables, etc., ont fait d'énormes progrès. On voit les prix baisser très rapidement, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et donc, à l'horizon de 2050, on pense que finalement, le prix de l'énergie et surtout le fait que ces énergies ne soient pas polluantes va complètement changer la donne. Et donc, on n'aura plus besoin de se poser la question d'essayer d'être moins énergivore, etc. C'est plus là que ça se passera. Mais par contre, ce qui est là tout de suite, c'est effectivement les urgences de biodiversité, les forêts, etc. Et donc, on a deux timings qui sont, là encore, différents. Et donc, comment on fait pour piloter ? Vous partagez cette analyse? Oui, c'est tout à fait. Et alors, bon, évidemment, je pense que les politiques publiques sont essentielles, mais le timing des politiques publiques sont également différentes, hein, puisqu'on a des politiciens qui sont essentiellement axés sur l'échéance électorale suivante. Donc, ils ont des horizons à beaucoup plus court terme que ce qu'on devrait avoir idéalement. Eh oui. Alors, encore un ice maker. Que pensez-vous de la pensée économique développée autour de la décroissance? Alors, donc d'abord, il y a encore environ 600 millions, 700 millions d'habitants sur la Terre qui vivent en situation d'extrême pauvreté. Donc de toute façon, si on parle de décroissance, on ne parle pas de décroissance pour tout le monde. Ces gens et ces pays ont besoin de croître et c'est essentiel. J'aime pas tellement le terme décroissance, mais parce qu'en fait c'est croître autrement. Par exemple, si je vais reprendre l'exemple du vélo, quand je prends mon vélo, plutôt que de prendre une voiture, si en temps normal j'avais pris une voiture et que je décide de prendre mon vélo, je diminue le PIB. Okay. Donc je fais de la décroissance, mais en fait, alors que je prends mon vélo, je ne me sens pas du tout décroissante. J'entretiens ma forme physique, je vais éventuellement aller plus vite. Enfin voilà, donc j'ai un peu du mal avec ce terme-là parce que c'est simplement ça remontre que le PIB n'est pas une très bonne mesure de ce qu'est le bien-être et de ce qu'est l'objectif plutôt. Oui, ça suffit pas pour encore une fois comme indicateur de richesse, ça reste finalement une vision assez parcellaire, quoi. C'est au moins ça, il y a eu une vraie prise de conscience là-dessus, on est bien d'accord. Et la valorisation des ressources naturelles, c'est-à-dire attribuer une valeur différente de zéro, comme aujourd'hui, dans les normes comptables. Donc vraiment intégrer ces externalités et en prendre compte. Alors ça, c'est vraiment important. Et il y a quand même une étape qui a été faite récemment lors de la COP, puisqu'il y a l'organisation IFRS qui font les standards comptables au niveau international qui ont poussé maintenant, qui avancent avec une norme, qui ont annoncé une norme comptable, en tout cas pour la comptabilité des émissions. Donc c'est vrai que ça c'est encore un flux plutôt qu'un stock, mais en tout cas on va commencer à avoir dans le reporting financier, extra-financier, des normes qui seront communes à toutes les entreprises, alors que pour l'instant, il y a encore pas mal de variations, de différences entre ces niveaux de reporting. Donc beaucoup de vos remarques sont très adaptées pour les villes. Comment faire quand on vit à la campagne, loin de tout ? Tout à fait. Alors, je crois qu'il faut pas appliquer la même solution à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, peut-être que
quand il y a plusieurs petits villages à certaines distances, il faut espérer qu'il y a quand même encore quelques commerces de temps en temps pour réduire les distances. Donc ça, c'est mais pour la mobilité dans le monde rural est évidemment plus compliqué. Il y a d'autres aspects sur lesquels le monde rural peut travailler et que la ville peut moins travailler. Et c'est dans la régénération des sols, l'agriculture, les domaines de l'agriculture qui sont un peu plus loin, je dois avouer, de mon expertise, mais voilà. Écoutez, chère Estelle Cantillon, je crois qu'on pourrait vous écouter pendant des heures et on pourrait continuer d'échanger, mais c'est vrai que le sujet est très très vaste et le temps file. Juste quand même pour terminer, je vous partage ça parce que c'est vraiment très joli. Donc certains vous ont vraiment envoyé des messages qui sont des compliments tout simplement. Ce débat est très intéressant et amène à croire que nous avançons tout doucement mais sûrement. Merci beaucoup pour votre clarté et vos réponses. Et puis un autre, à quand une nouvelle conférence, j'en redemande. C'est pas mal, non? Merci. C'est très très chouette. Donc vraiment, merci encore une fois, chère Estelle Cantillon. Merci pour votre participation à notre cycle de conférences. Merci pour vos précieux éclairages. On vous présente tous nos vœux de réussite pour la suite de votre parcours, que courage et inspiration puissent vous accompagner. Merci à vous, chers amis du public. Merci pour votre fidélité, votre mobilisation. Cette conférence sera à voir et à revoir en replay sur YouTube. Vous le savez, comme à chaque fois, c'est juste le temps pour nous de procéder au sous-titrage et puis après, ce sera mis en ligne. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous le rappelle, ne ratez surtout pas notre rendez-vous très spécial du mois prochain. C'est le 22 mars qu'aura lieu la grande cérémonie de clôture de notre cycle de conférences en présence de Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, qui sera entouré d'invités de prestige. Cet événement se déroulera en direct, sera ouvert à tous et il sera interactif. Je me réjouis de vous retrouver à cette occasion. En attendant, prenez bien soin de vous. Belle fin de journée à toutes et à tous et à très vite. Merci encore Estelle Cantillon. Au revoir. Au revoir.